Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette session Cap Climat, la première formation sur mesure pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aux enjeux climatiques. Claire Boilet-Forestier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice RSE et engagement chez Bouygues Télécom, opérateur global de télécommunications et de services numériques créé il y a 30 ans. Avec 27 millions de clients mobiles et 5,3 millions de clients fixes, vous êtes numéro 1 des connexions Wi-Fi et Internet fixe selon NPerf en 2025 et numéro 1 sur le mobile en zone dense selon l'ARCEP. Votre opérateur est reconnu comme un acteur majeur de la fibre en France, et également un pionnier en économie circulaire. Dès 2011, Bouygues Télécom proposait une offre de mobile reconditionnée. Pierre-Alix Lauré-Bavet, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de 2 tonnes avec François Laugier. C'est un ensemble de formats pédagogiques originaux qui répondent aux enjeux du XXIe siècle. Vous êtes démarqué par des formations de grande ampleur, notamment auprès de cabinets ministériels, de gouvernements, par des animations dans des trains, d'ateliers d'automne, bien évidemment, en partenariat avec la SNCF. Et puis, vous avez d'autres formats comme Convergence et Cultivons notre avenir. Alors, première question peut-être un peu atypique. En dépit du contexte de polarisation sur les enjeux socio-écologiques, vous continuez à œuvrer tous les jours, chacun à votre façon. Claire a embarqué vos parties prenantes, vos équipes, votre entreprise, le secteur des télécommunications en général, plus largement le CAC 40, quelque part sur ces enjeux RSE. Vous, Pierre-Alix, vous embarquez les organisations, les territoires, les administrations. Moi, j'avais envie de vous demander, pour commencer, comment est-ce que vous faites pour garder le cap dans ce backlash écologique, dans ces vents contraires, on va dire. Claire. Alors, je pense que déjà, bonjour à toutes, déjà, et à tous. Je pense que quand on fait le choix de la RSE et qu'on choisit de s'engager avec ambition et avec enthousiasme sur ces sujets, on a en nous une forme de capacité à affronter les tempêtes, à mener des combats et à être résilient. Donc, il y a beaucoup de questions depuis ce matin sur le backlash, sur cette vision pleine de dissonance qu'on entend beaucoup en ce moment. Moi, je fais le choix de me mettre aussi dans une posture optimiste et enthousiaste. Je crois que justement aujourd'hui, et le World Impact Summit en est la preuve, plus que jamais, il y a une mobilisation incroyable sur ces sujets, que ce soit au sein des entreprises, au sein de la société civile. On n'en a jamais autant parlé dans les médias qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas perdre de vue, pour tous ceux qui font de la RSE au quotidien, le fait que ce soit un sujet de combat. Et c'était déjà le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ce sera probablement encore le cas dans 10 ans avec des formes de combat différentes. Donc, il faut être optimiste. Je pense que l'initiative qu'on va vous partager aujourd'hui en est la preuve incarnée. C'est que c'est possible. Arriver à engager 100% de ses collaborateurs, à convaincre une direction générale de former en présentiel 100% de collab, c'est quand même la preuve que le backlash n'est pas partout. Et en tout cas, on est très fiers chez Bouygues Télécom d'avoir des enjeux RSE qui sont incarnés, qui sont vivants et plus que jamais opérationnels. Ça donne de l'espoir aussi. Pierre-Alix, même question. Comment tu gardes le cap dans ce contexte ? Effectivement, le backlash, nous, on l'analyse, on le voit, on le ressent. Et moi, ça me génère de la tristesse. Parce que les causes qu'on défend sont toujours aussi importantes, plus que jamais. Et parce que je vois beaucoup de gens qui en souffrent aussi, y compris des gens qui travaillent en RSE, des gens qui essaient de faire bouger les choses, qui en souffrent. Et donc ça me rend triste. Cependant, c'est une banalité, mais toute crise est une opportunité. Et nous, on l'a vécu de façon ultra concrète. Quand on s'est créé 2 tonnes il y a 5 ans, tout allait bien. Et donc, en gros, on a dit, on a un truc qui marche bien, et on bombarde. Et on a bombardé pendant 5 ans, et c'était super facile, et on filait tout droit comme ça. Et c'est trop bien, mais sauf que là, quand on voit que les choses vont pas comme on veut, ça nous oblige à nous remettre en question. Ça nous oblige à regarder le réel tel qu'il est, pas comme on voudrait qu'il soit. Et c'est vraiment facteur de remise en question profonde et d'opportunité en fait. Parce qu'on se dit, avant on faisait ça, on pensait comme ça, et on pensait en un petit couloir, et on voit qu'en fait il y a beaucoup d'autres choses à faire si on veut vraiment prendre le réel comme il est. Donc pour nous ça a été à la fois une remise en question, mais aussi un moyen de complètement réinventer ce qu'on fait, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et en plus, j'avoue que moi, des fois on me le reproche, mais j'aime beaucoup les défis. Et donc quand tout le monde nous dit oui mais c'est le backlash, c'est inéluctable, on va jamais s'en sortir, c'est fini, ça a plutôt tendance à me donner envie de prouver le contraire, donc ça me donne un surplus d'énergie.
tant mieux, parce qu'il en faut. Alors justement, avant de démarrer sur Cap Climat, rappelons quand même ce que c'est que l'atelier d'automne. Vous l'avez adapté sur mesure pour Bouygues Télécom, mais il y a peut-être encore des personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est que d'automne. Pourquoi ce calcul, donc d'automne d'équivalent CO2? Oui, donc 2 tonnes, c'est une référence à l'accord de Paris sur le climat. Donc c'est l'empreinte carbone qu'il faudrait atteindre par an et par personne en 2050 pour respecter cet objectif. Et en gros, le principe de l'atelier d'automne, c'est de répondre à 2 problématiques de passage à l'action, qui sont premièrement le manque d'informations, le manque de repères. Les gens ne sont pas outillés pour prioriser les bonnes actions et avoir une approche vraiment rationnelle du sujet, pas juste émotionnelle. Mais deuxièmement, précisément, avoir la bonne posture d'action. C'est-à-dire se dire, je suis dans un tout, il y a des gens, il y a des organisations autour de moi, quel rôle je peux jouer là-dedans? Donc on a designé une expérience pour ça qui permet en fait de se projeter en équipe jusqu'à 2050 pour essayer d'atteindre cet objectif avec un fonctionnement immersif. Donc on est en groupe, on incarne nous-mêmes notre empreinte carbone puis les décideurs nationaux et on met en place des actions et grâce à un simulateur qu'on a créé, on voit l'impact de ces actions en temps réel sur la baisse de l'empreinte carbone. Donc c'est une expérience qui est pédagogique, qui est très apprenante, on apprend les ordres de grandeur de façon très concrète, mais en plus on se projette vraiment dans l'action et on le fait de façon collective. On apprend à trouver des compromis face à des situations qui sont ni noires ni blanches, avec des enjeux qui sont multiples, et on en sort outillé, grandi pour ça. Pas juste d'avoir appris un petit ordre de grandeur sur le train, l'avion, etc., mais beaucoup plus de dire maintenant je sais comment je peux prendre des décisions et m'impliquer dans quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et mener des actions, du coup, concrètes. Claire, avant de comprendre donc, comment vous l'avez adapté, cet atelier d'automne est transformé en Cap Climat à destination de Bouygues Télécom, est-ce que vous pouvez nous expliquer la stratégie RSE, la feuille de route RSE de Bouygues, qui ne date pas d'hier, hein, vous n'avez pas attendu cette formation pour vous y mettre, ça fait des années. Et justement, un des axes importants, c'est la sensibilisation des collaborateurs. Oui, en effet. On a réécrit notre stratégie RSE il y a 2 ans maintenant et on l'a partagée tout début d'année 2025. En fait, on avait pris le temps aussi d'impliquer nos parties prenantes. Ça fait partie des sujets dont je vais beaucoup partager au cours de ces 40 minutes. Je ne crois pas que la RSE puisse être un sujet que l'on fait seul dans son coin ou en tout cas en chambre. Je pense que c'est éminemment un sujet collectif sur tous les sujets, que ce soit l'environnement, le sociétal et les sujets de gouvernance. Et c'était important, vous le mentionniez, effectivement, Bouygues Télécom est engagé en faveur de la transition environnementale et sociétale depuis très longtemps. C'était important de se dire, aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît, quels sont les enjeux prioritaires pour Bouygues Télécom selon nos parties prenantes externes et internes, quels étaient les sujets que l'on devait mettre au cœur de notre feuille de route à horizon 2030. Et donc on a interrogé plus de 1600 personnes, que ce soit en interne et en externe, pour qu'ils nous aident à calibrer et à identifier comment est-ce qu'on allait projeter l'entreprise de façon responsable et engagée. Ça nous a pris un certain temps. Et ensuite, une fois que nos parties prenantes avaient identifié nos axes prioritaires, on a fait travailler plus de 150 collaborateurs en interne, aussi parce que, encore une fois, ça ne peut pas être juste la direction RSE qui définit une feuille de route dans son coin. Par définition, la RSE, elle adresse tout le monde. C'est comment est-ce que chacune des politiques centrales de l'entreprise devient responsable dans son sujet et engage elle-même un sujet de transformation et de transition. Et donc, ces 150 collaborateurs nous ont aidés à construire, sur la base de cette colonne vertébrale, nos engagements, nos objectifs chiffrés, nos indicateurs de performance, valoriser l'existant. Il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient. Donc ce travail nous a pris une belle année entre la consultation de parties prenantes et la construction de la stratégie. Et on a eu la fierté de le partager aux collaborateurs et en externe en tout début d'année, avec une stratégie RSE qui est articulée autour de 3 grands enjeux. Une première partie qui est très RH, corporate, donc c'est comment est-ce que l'on va travailler évidemment des sujets de diversité, d'inclusion, de qualité de vie au travail, des sujets plus corporate, d'éthique des affaires, d'achat responsable, et puis des sujets d'engagement, les sujets de la fondation Bouygues Télécom, les sujets d'engagement des collaborateurs. Premier axe. Un deuxième axe qui est résolument tourné vers nos clients. On est une entreprise B2C, c'est évidemment une de nos parties prenantes fortes. Donc comment est-ce qu'on les embarque? Comment on ouvre un dialogue avec eux sur les sujets de numérique plus responsables?
à la fois évidemment B2C, B2B, et comment est-ce qu'on crée des ponts avec eux sur leurs propres usages. Et enfin, une dernière partie qui est plutôt l'axe environnemental, qui est structuré autour de 2 grands enjeux, évidemment les sujets de décarbonation, d'adaptation et d'atténuation et d'énergie, et une deuxième jambe plutôt tournée autour des ressources, de la préservation du vivant, avec des enjeux d'économie circulaire, des enjeux de ressources évidemment, et de biodiversité. Cette stratégie, on a choisi de l'incarner, et aussi parce que je crois qu'on est toujours plus fort quand on est plusieurs, on a choisi de mutualiser nos forces avec le WWF France et la Voix de l'Enfant pour nous aider à 3 à ouvrir un dialogue avec les Français sur des sujets justement de numérique plus responsable, positif, inspirant, et comment est-ce que collectivement on prend nos responsabilités et on ouvre ce dialogue avec tous. Donc ça, c'était dans le début d'année 2025, avec cette volonté forte, vous l'aurez compris, d'embarquer les gens, de leur faire adhérer à ce sujet. Et donc inéluctablement, c'est aussi dans ce cadre-là que Cap Climat est né. Une RSE participative, donc. Donc, il y a 4 mois de mémoire, vous avez lancé Cap Climat à l'occasion des dernières semaines européennes du développement durable. Donc, pourquoi l'avoir imaginé à ce moment-là? Quelle est la genèse du projet? Alors, la genèse du projet, c'est dans mes convictions personnelles très fortes, il y a le fait que pour qu'une stratégie RSE soit la plus optimale possible, elle doit être incarnée au maximum par les collaborateurs. Donc, on ne peut pas avoir une stratégie RSE qui est déconnectée de la base, qui est un joli document bien pailleté, bien shiny, sur lequel on peut tous se raccrocher. Non. L'objectif, pour moi, c'est vraiment que la RSE, elle soit opérationnelle. Il faut, en l'occurrence chez Bouygues Télécom, je me suis dit comment je fais pour avoir 10 000 directeurs RSE dans cette entreprise. Je crois qu'on ne peut pas, surtout sur les sujets climatiques, où on ne va pas se mentir, on est encore dans beaucoup de technicité, beaucoup de jargon, qui échappe à une grande partie des populations et des collaborateurs. Donc comment on fait pour les embarquer? Moi, je crois que la RSE, y compris les stratégies climat, ne peuvent pas être uniquement la responsabilité d'une seule direction, qui est la direction RSE. On a tous un rôle à jouer. On a tous une action à faire. Et ça a commencé à trotter un peu dans ma tête en me disant comment chez Bouygues Télécom je fais en sorte que la RSE soit opérationnelle. Et puis dans ma vie personnelle à ce moment-là, je fais un atelier d'automne classique. Donc je ressors de là en me disant bon ok, j'avais fait les fresques du climat, mais j'ai un coup de cœur pour d'automne en me disant ok, c'est hyper concret. Je ressors de là, déjà, j'ai pas trop le cafard, ce qui n'est pas le cas de toutes les formations sur le climat. Et surtout, je sais concrètement ce qu'il faut que je fasse. Et en fait, je me suis dit, mais c'est juste ça la clé. La phrase, c'est « je sais concrètement ce qu'il faut que je fasse ». Et donc là, j'ai trouvé le numéro de Pierre-Alix. J'ai ouvert mon réseau en me disant, est-ce que quelqu'un connaît ce mec? J'aimerais bien lui expliquer que j'adore ce qu'il fait. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai décroché mon téléphone, je l'ai appelé, qui devait être un coup de téléphone un peu bizarre pour toi, mais en lui disant, écoute, j'adore cette formation, je trouve ça génial, c'est hyper concret. Mais je ne crois pas que ce soit le lieu pour le faire dans une entreprise. Parce que finalement, ça vient adresser des leviers individuels. Moi, dans ma vie perso, effectivement, je sais comment atteindre mon 2 tonnes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble pour faire en sorte que les collaborateurs, non seulement ils comprennent les enjeux climatiques, à large, de façon macro, et qu'ils ressortent de là en se disant, en ayant le même kiff que quand tu sors d'un atelier d'automne en te disant, ok, c'est bon. Alors, je ne vais pas donner les pires exemples, mais j'arrête ma chaudière au fioul, j'arrête de bouffer de la viande, etc. Bon, comment on transpose ça dans le monde de l'entreprise et on se dit, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour participer à la décarbonation de l'entreprise, tout en sachant qu'on a tous un rôle à jouer. Je ne crois pas que ce soit possible dans une organisation que quelqu'un n'ait pas un rôle à jouer. Il faut juste, en fait, donner les clés aux collaborateurs pour leur dire, vous avez un rôle. Alors, ok, vous n'allez peut-être pas décarboner 98% de la boîte avec votre action. Cela étant, ne pensez pas que vous n'avez rien à faire. La RSE, c'est vraiment ça. C'est vraiment comment, au quotidien, je peux moi aussi être acteur. Et pour ça, il fallait créer Cap Climat, et c'est ce qu'on a fait. C'est pas juste une question d'experts. Et donc, justement, comment on passe d'un atelier d'automne qui est plutôt quand même grand public à la base à un atelier d'automne pour des professionnels, spécialement pour Bouygues, et donc qui va s'adresser à plein de métiers, plein de services?
Alors, avant de passer la parole sur à Pierre-Alix sur le contenu de Cap Climat, peut-être sur la façon dont ça s'est passé, en fait, on s'est très vite accosté. Alors, il y a une autre partie prenante qui n'est pas avec nous cet après-midi, mais qui est la direction des ressources humaines, hein, qui est vraiment notre partenaire absolu dans cette formidable aventure qui est Cap Climat. Et en fait, on s'est posé la question de quelle est l'ambition pédagogique, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif. Et donc, très vite, on s'est dit, il faut évidemment toucher 100% de nos collaborateurs, il faut que ce soit en présentiel, il faut que ça touche partout, toutes nos régions. Nous, Bouygues Télécom, on est sur tout le territoire français. Et surtout que ça parle à tout le monde. Moi, ça a été mon obsession de me dire, il faut absolument sortir de cette technicité, il faut qu'on arrête les scopes, tout ça, ça parle à nous tous ici au WIS. Voilà, exactement. Nadine à la compta, ça lui parle pas. Donc, comment on fait pour que ça embarque tout le monde? Comment on fait pour que ça résonne de façon opérationnelle? Et donc, on s'est posé, on a pris notre bilan carbone qu'on avait structuré au préalable avec toute une série de grands leviers d'action. En face de chacun de ces leviers d'action, on a identifié quelles étaient les directions associées, parce que l'objectif, c'est bien de comprendre les enjeux de décarbonation, mais aussi de comprendre par direction quels sont les leviers. Et là, on a travaillé avec une 50aine de collaborateurs en interne. Alors, pas que des copains de la RSE, ça existe, hein, mais aussi des gens pour qui le sujet était peut-être un peu plus lointain, un peu moins évident. Et on a fait travailler 2 tonnes, la direction des ressources humaines, ses collaborateurs et la direction RSE sur la meilleure mécanique à trouver sans dénaturer l'atelier d'automne et en se disant il faut que ça parle à tout le monde. Donc la clé ici, ça a vraiment été de dire avec ses collaborateurs, on construit quelque chose qui va parler à tous. Et je te laisse peut-être sur le contenu de Cap Climat. Non, mais tu fais bien de rappeler le process de création qui a été décisif parce qu'effectivement, quand tu m'as appelé, d'automne, il s'utilise beaucoup en entreprise. Il n'avait pas été fait pour ça, mais en fait, tu te rends compte que c'est ultra pertinent en entreprise. Et on l'a fait avec des ministres, on l'a fait avec des COMEX. Et en fait, il y a une vision sociétale qui est ultra nécessaire. Et on a besoin de ça. Et donc, quand tu m'as dit ça au début, je me dis, bon, bah, comme d'hab, on va me dire, c'est pas de 2 tonnes que j'ai besoin, mais en fait, on va comprendre que si, c'est ça. Mais en l'occurrence, non. Parce que très vite, j'ai compris que tu avais une problématique très claire et que tu avais une vision de ce dont tu avais besoin. C'est très clair. Et effectivement, bah, il y a une stratégie. Il faut que elle se mette en œuvre, que tout le monde y participe, et que ce ne soit pas juste sur une étagère, ou que ce ne soit pas juste quelques personnes qui sachent et qui soient moteurs. Et donc, il faut qu'il y ait une formation qui soit ultra performative. J'ai compris, j'agis le lendemain, donc c'est des décisions, c'est des actions, c'est des modes de réflexion. Et donc, en fait, bah, très vite, on s'est dit, il faut qu'on fasse la même mécanique pédagogique que d'automne, mais complètement adaptée à Bouygues Télécom. Et le concept était simple, mais effectivement, la phase d'audit pédagogique a été très décisive pour bien comprendre c'est quoi le bilan carbone de Bouygues Télécom, il est structuré comment. La feuille de route, pareil, il y a quoi dedans? La stratégie, il y a quoi dedans? Donc, c'est quoi les leviers, c'est quoi les actions, etc. Et puis aussi l'humain. Ils en sont où, les gens? C'est quoi leur rapport au sujet? Qu'est-ce qu'ils savent pas? Quelles sont leurs craintes? C'est quoi les catégories de population sur le sujet? Parce que le but, c'est qu'on n'aille pas chercher une polarisation où il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas, ceux qui veulent et ceux qui veulent pas, mais au contraire, que tout le monde se rejoigne sur un truc ultra concret. On a une feuille de route, elle est peut-être pas parfaite, mais elle est déjà super bien, et on la déroule ensemble. Mais justement, j'y reviendrai peut-être après, parce que j'ai trouvé ça génial de votre part, d'assumer la feuille de route et de dire il y a encore d'autres choses à inventer, et on attend de vous que grâce à cette formation, vous soyez moteur. Et donc, cette formation, c'est pas juste on sait et c'est super, c'est on sait, on agit, et on a les capacités de refaire du bottom-up après. Et dire, ah tiens, on pourrait faire en plus d'autres choses. Et je trouvais ça vraiment génial de votre part. Et donc, c'est pas du tout du bullshit. Donc, pour vous dire un peu, ça ressemble à quoi cet atelier Cap Climat? Demander pour du concret pour que les gens comprennent un peu plus, ceux qui n'ont peut-être même pas fait d'atelier d'automne grand public, les étapes, voilà, qu'est-ce qu'on comprend et comment on a des clés pour agir. Alors en l'occurrence là, chez Bouygues en tout cas, chez Bouygues Télécom. Absolument. Donc en gros, le principe de l'atelier, on va faire des groupes de 6 à 15 personnes, grosso modo. On va se mettre en groupe et on va commencer par un quiz pour avoir quelques rappels très globaux sur les enjeux carbone, écologiques liés au métier de Bouygues Télécom. Ce qui permet à tout le monde, quel que soit son niveau de départ, d'embarquer dans l'aventure. Et ensuite, on va aller sauter sur le bilan carbone de Bouygues Télécom. Donc on va le reconstituer ensemble, comme ça, à la main. Et donc on va concrètement comprendre c'est quoi un bilan carbone et comprendre c'est quoi le bilan carbone de Bouygues Télécom. Et une fois qu'on a notre point de départ, on va pouvoir s'amuser à se projeter vers le futur et à activer des actions au niveau du groupe qui vont faire baisser cette empreinte carbone pour essayer de respecter les engagements de la feuille de route.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une mécanique par tour. Donc on a 2 tours d'action et à chaque fois, on va débattre ensemble. On va choisir les actions et après, on va avoir les résultats. Donc on n'a pas les résultats avant. Donc on a mis des actions qui se correspondent à la feuille de route, d'autres qui ne sont pas avec la même quantification. On a mis aussi quelques petits pièges. Et donc les gens prennent des décisions, débattent ensemble et voient à quel point ça a permis de baisser. Et bien sûr, ils débriefent. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'on aurait fait différemment? Qu'est-ce qu'il faudrait plus faire au prochain tour? Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Donc c'est une mécanique qui est super huilée, qui marche très 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 bien, avec un peu un fonctionnement de jeu de rôle, où en plus, on ne va pas forcément rester dans son carcan à soi, on va aller se mettre à la place d'autres métiers dans l'entreprise, pour que vraiment on comprenne que c'est un travail qui est collectif et transverse, et que si je veux réussir mon rôle, bah, c'est aussi avec les autres, ils vont me demander des choses, moi je peux leur demander des choses. Et à la fin, bien sûr, on va débriefer tout ça, on va se projeter sur, bah tiens, ça serait quoi le avant-après au niveau de Bouygues Télécom? Et on va se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ultra concrètement. Et donc là, on remet à chaque personne, selon son métier, bah, des éléments concrets sur c'est quoi les actions qu'ils peuvent faire dès le lendemain matin pour contribuer à cette feuille de route. J'ai vu qu'il y avait des fiches rôles. Tu peux nous en parler un peu plus? C'est intéressant de comprendre justement, enfin, tu as commencé à nous en parler, mais développer un peu plus cet aspect. Oui, les fiches rôles, donc tu veux dire pendant l'atelier ou à la fin? Pendant l'atelier, si j'ai bien compris, parce que Absolument. pour le coup, je ne l'ai pas fait celui-ci, mais il y a des fiches rôles qui permettent donc de se mettre à la place. Exactement, c'est Voilà. ça. Donc en gros, ce qui va se passer, on va avoir un groupe de 10 personnes. Et au lieu que chacun reste encore une fois dans son carcan de son poste, sa vision des choses, ben on va les mettre en groupe, en sous-groupe, et on va leur proposer d'incarner un rôle. Donc il va y avoir la direction générale, il va y avoir la direction RSE, et il va y avoir l'ensemble des collaborateurs. Et donc chaque sous-groupe va se mettre dans ce rôle-là, et on va leur donner un petit brief pour qu'ils se mettent dans la posture de cette personne-là. Donc si j'étais à la direction générale, bah, ma posture générale serait peut-être pas la même que la direction RSE et que l'ensemble des collaborateurs. Et tout le long de l'atelier, on va les inviter à sans cesse prendre les décisions avec cette posture-là, ce qui permet vraiment de faire ressortir cette approche de transversalité, pour pas juste chez soi, mais aussi, et ça c'était vraiment décisif dans l'audit pédagogique, d'aller casser la polarisation qui peut arriver parfois même en entreprise en temps de backlash, avec les pour, les contre. Là, on est tous sur « Ah ouais, ok, je comprends pourquoi tu t'y intéresses, mais je comprends aussi tes difficultés, je comprends aussi les tensions, les injonctions contradictoires qu'il peut y avoir, et donc j'ai encore plus envie de travailler avec toi. » Et donc il y a une vraie approche d'empathie envers ses collègues qui est absolument décisive si on veut que ce soit vraiment participatif. Et l'empathie, j'imagine qu'elle est permise aussi parce que vous formez les collaborateurs et c'est eux-mêmes qui deviennent animateurs. C'est ça la force du projet aussi, je suppose. Oui, exactement. C'était important pour nous de rester fidèles aussi à la mécanique de Ton, où en fait, à partir du moment où tu es formé, tu peux devenir ambassadeur et animateur de Ton. Et on voulait absolument ça, aussi dans cette logique de tout le monde est acteur de la RSE chez Bouygues Télécom. Donc, n'importe quel collaborateur peut devenir animateur Cap Climat. Donc, on a organisé des séquences de formation de ces animateurs avec l'aide évidemment des équipes de Pierre-Alix. Aujourd'hui, on a 44 formateurs en interne qui nous permettent d'animer des sessions et on y reviendra peut-être sur les chiffres, mais victime de notre succès parce qu'on n'a plus une place de libre dans les 3 prochains mois parce que toutes les séquences sont déjà remplies. Mais c'était important aussi que ce soit ses collaborateurs. Alors, on en a plusieurs qui sont venus nous voir en disant « Oui, mais moi, je ne suis pas un expert du climat. Oui, mais moi, je ne sais pas, je vais peut-être me faire coincer pour le sujet. » Mais en fait, ils reviennent nous voir en disant « Non, mais la mécanique est tellement bien faite, les gens sont tellement à l'écoute aussi, les collaborateurs sont tellement à l'écoute et posent des bonnes questions. » qu'en fait, c'est très facile d'être animateur. Et puis, on a prévu aussi tout le dispositif d'aide et de support à la fois de mon équipe au sein de la direction RSE, mais aussi la direction des ressources humaines avec le pool d'animateurs internes. Donc voilà, on a cette richesse et il faut qu'on continue à recruter des animateurs parce que sinon, on va être encore plus victime de notre succès. Si j'ai bien compris, c'est 60 à terme que vous visez, en tout cas dans un premier temps, et puis pourquoi pas plus, on ne sait jamais. L'objectif, c'est 100% de collaborateurs. On a lancé en septembre dernier, on est à un peu plus de 1200 en moins de 4 mois, donc on est très très heureux et en même temps on est très étonné aussi de ce chiffre qui est formidable. Et on projette, vu que toutes nos séquences, toutes les salles sont déjà prises et toutes les formations sont blindées jusqu'en juin, on sait qu'on sera autour de 45% de collaborateurs formés cet été. Donc pour un objectif de 100% à fin 2027, on est très, très confiant. Donc de fait, il faut qu'on aille chercher d'autres animateurs pour pouvoir continuer à tenir cet objectif.
Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'aller plus loin parfois, c'est-à-dire qui auraient presque envie de se reconvertir et de venir au service RSE? Je ne sais pas, je pose cette question. Alors, oui, alors on a régulièrement des gens qui me disent qu'ils ont envie de venir à la direction RSE, mais en fait, je ne crois pas que ce soit l'esprit. Justement, le fait, quand tu sors de Cap Climat, tu te dis, je peux, moi aussi, être en charge de la RSE dans ma direction, et donc incarner ce sujet, ce qui est même encore mieux. Alors, j'ai un peu de membres de mon équipe qui sont là, mais c'est même encore mieux que d'être à la direction RSE, parce que tu conjugues ton action au quotidien, ton métier opérationnel, avec un formidable élan de transformation, de responsabilité, et on te donne les moyens d'être acteur. Donc c'est un équilibre encore plus inspirant pour eux. Oui, en fait, on devient ambassadeur ou ambassadrice de la RSE au sein de son service. Donc, c'est très gratifiant aussi, j'imagine. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Pierre-Alix? Ouais, une petite chose là-dessus, c'est qu'effectivement, le fait de former les salariés avec des animateurs internes, c'est vraiment décisif, en fait, dans le dispositif. Parce que déjà, ça permet de passer à l'échelle. Et en fait, aujourd'hui, souvent, quand on a du mal à passer à l'échelle, on fait du e-learning. Et moi, je vois de plus en plus qu'il y a une fatigue du e-learning et que les salariés disent, OK, mais n'importe quel contenu, si c'est en e-learning, j'ai besoin maintenant de concret. Je veux que ça se passe dans la vie réelle et avec les gens, avec mes collègues, etc. Donc là, on passe à l'échelle là-dessus. Et donc, il y a un immense niveau de qualité pédagogique, mais tu peux toucher tout le monde. Donc ça, c'est déjà super cool. Mais au-delà de ça, c'est l'effet que ça a sur les animateurs qui sont fiers, qui apprennent et qui ne sont pas du tout en posture justement de je deviens expert, mais au contraire, mais j'apprends et je suis fier et je découvre des choses tout le temps. Et on leur a remis des diplômes, et enfin, il y a vraiment une communauté qui se forme qui est très très belle, très très forte, mais aussi sur les participants. Parce que les animateurs, quand ils arrivent en formation, ils disent pas bonjour, je suis l'expert. Ils disent bonjour, moi je suis pas expert, je suis pas votre patron, mais moi justement j'ai envie de vous partager des choses et peut-être il va falloir qu'on travaille ensemble. Et ça responsabilise les participants et ça crée des expériences qui sont encore plus touchantes parce que les participants disent bah attends, là-dessus je vais t'aider, là-dessus moi j'ai peut-être une information que toi t'as pas, et donc ça crée à mon avis une expérience qui est encore plus magique parce que c'est tes collègues qui te forment. Du coup, ça agit indirectement sur la cohésion d'équipe et sur la qualité de vie et des conditions de travail, ce qui n'était peut-être pas forcément le premier objectif de départ, mais finalement, tout est lié et c'est très cohérent, j'imagine. Alors, ça fait seulement 4 mois, donc on le disait. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour partager des résultats. Est-ce que vous avez des retours et peut-être les facteurs clés du succès, selon vous, déjà ? Alors, j'ai partagé les résultats chiffrés, mais peut-être en retour d'expérience, et puis parce que effectivement, c'est la communauté des animateurs, on les voit régulièrement, et puis nous, on a souvent à la direction RSE des collaborateurs qui nous écrivent en disant « Ah, je sors de Cap Climat, c'était super ». Enfin, donc, on commence à avoir un gros paquet de retours. Peut-être pour finir aussi cette partie chiffrée, comme dans beaucoup d'entreprises, tous les systèmes de formation, en fait, ont des systèmes de notation post-formation. Et Cap Climat a une note de 8,68 sur 10, ce qui est la meilleure note vue par la direction de la formation en termes de qualité et de satisfaction du collaborateur. Donc c'est extrêmement puissant, c'est un vrai succès, cette formation. Et peut-être pour vous faire 2 retours d'expérience, il y a un retour d'expérience côté collaborateur qui est de dire, en fait, je pensais que je connaissais, mais pas du tout. Je connaissais les grands enjeux, je connaissais les objectifs SBTI, mais je ne savais pas en fait que le bilan carbone de Bouygues Telecom était constitué de tout ça. Et donc je découvre aussi les grands leviers d'action et tout ce que l'on fait au quotidien. Donc il y a vraiment à la fois, je comprends mieux la stratégie climat de Bouygues Telecom. Ça n'est pas juste du jargon que l'on voit dans nos outils de com interne où il y a des objectifs qui ne parlent pas tant que ça. Hein. Si je vous dis qu'on a moins 29,4% d'objectifs sur les scopes 1 et 2, je reviens à Nadine, ça ne lui parle pas en fait. Donc là au moins, il y a... Je comprends enfin ce que ça veut dire. Donc ça, c'était hyper important pour nous. En retour d'expérience, il y a cette partie, je ne savais pas que je pouvais agir, qui était pour nous le Graal absolu. Et donc, on avait un peu peur vous savez, dans une stratégie climat ou dans un bilan carbone, il y a forcément des leviers d'action qui pèsent plus lourd que d'autres. Il y a des leviers d'action qui sont plus tactiques et d'autres qui sont plus symboliques et qui pèsent un peu moins. Là, le risque, c'était de dire, il y en a peut-être qui vont se rendre compte que finalement, parce qu'ils ne sont pas à la direction du réseau ou à la direction des achats, finalement, c'est peut-être un peu moins quantifiable. Mais en fait, c'est presque l'effet inverse qui se crée en disant, OK, je ne vais pas peser bien lourd, mais au moins cette partie-là, c'est sûr qu'elle sera faite parce que j'ai compris que j'avais un rôle à jouer.
On voit des équipes de communication qui ont revu complètement leur façon de faire leur tournage partout en France, la direction, la DSI qui éco-conçoit tous ces projets maintenant numériques. Enfin, donc, on voit bien que cette envie de ça pèse peut-être pas ou ça pèse beaucoup, peu importe, mais je me sens acteur et j'y vais. Donc ça, c'est le deuxième retour d'expérience. Et puis, je vous partage un retour d'expérience qu'on a eu il n'y a pas longtemps d'un animateur qui était hyper fier, parce que je vous avoue, je vous partage ça, mais forcément, les formations du début, c'est un peu tous les copains de la RSE qui le font. Hein, donc, c'est plutôt des gens qui sont a priori convaincus, qui connaissent un peu le sujet. Donc, voilà. On verra quand il faudra former les 10% restants et qu'il faudra aller faire la ligne managériale pour aller les rappeler. Là, ça risque d'être des formations peut-être un peu plus costaudes. Mais il y a quelques semaines, il y a un animateur qui nous a appelé en disant « J'angoissais à mort parce que dans ma session de formation, je savais qu'il y en avait un, c'est un gros climato-sceptique. Angoisse absolue, ça va être 2h30 atroce. » Le mec va devenir animateur d'automne. Génial. Donc, juste fierté absolue de ce formateur qui dit... J'ai réussi à convaincre quelqu'un qui venait là parce que son patron l'avait obligé, il n'y croit pas, il ressort de là non seulement convaincu, mais avec une envie d'agir, pas que sur son scope, hein, il devient animateur Edoton et Cap Climat, donc c'est... voilà, donc quelques rétextes comme ça sur l'enthousiasme, le fait que ça marche très bien, je ne saurais pas vraiment l'expliquer plus que je crois qu'il y a une formidable envie d'agir chez Bouygues Télécom. Je pense sincèrement que c'est extrapolable dans toutes les entreprises. À partir du moment où on donne les clés de compréhension aux collaborateurs, à partir du moment où on leur dit qu'ils ont un rôle à jouer et qu'on laisse ce boulevard possible, je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas marcher ailleurs. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on est exceptionnel chez Bouygues Télécom, c'est parce que c'est une démarche participative et c'est une démarche engageante. Court terme, hein, 2 ans, c'est à la fois long et court, mais c'est un objectif assez ambitieux. Donc ça veut dire aussi qu'après, on va pouvoir rentrer dans ce type de démarche avec Bouygues Télécom et avec les collaborateurs et les emmener encore plus loin dans la transformation. Génial. Pierre-Alix, justement, un petit retour, alors pas seulement sur Bouygues Télécom, mais sur peut-être d'autres secteurs, d'autres types d'entreprises avec qui vous avez mené les ateliers d'automne. C'est plus de 300 000 personnes hein, aujourd'hui, il me semble, qui ont bénéficié de l'atelier. 8 langues, qu'est-ce que j'oublie, 70 pays, non, je ne sais plus. Ça, ouais. Voilà, ça commence à faire pas mal. Donc tu peux nous donner des retours comme ça d'autres entreprises Oui, bah, effectivement, il y a un scope de déploiement qui est très large, avec même des niveaux hiérarchiques et des cas d'usage un peu dans les entreprises très larges. Des fois, c'est plus de la réflexion stratégique. Donc là, des CODIR, des COMEX qui disent, en fait, on veut penser le sujet avec une approche haute. On veut vraiment une vision haute. On est en train de faire nos SWOT, notre pestel stratégique. On a besoin de se nourrir là-dessus. Et donc, bah, ça marche très très bien. Et on voit que c'est un cas d'usage qui est très cohérent en fait pour ce genre d'exercice avec une vision prospective. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus, bah, on a besoin que les gens ils s'engagent sur le sujet. Pour l'instant, ils n'y connaissent rien. Et comme toute étape de changement, il y a une première phase où il faut être en soft. Tu ne peux pas tout de suite être en dur. Et puis, des fois, c'est aussi un bon moyen de commencer à parler de sa stratégie, de ses enjeux là-dessus, de façon là aussi assez soft. La grosse démarcation, et qui pour moi est un nouveau métier qu'on a découvert grâce à Claire, et sans flagornerie, mais c'est grâce à toi, c'est que Claire a dès le début dit « moi je veux de la formation, je veux pas de la sensibilisation ». Et Cap Climat, c'est ça en fait, qui est très marquant pour moi. C'est une formation, c'est-à-dire c'est pas un one-shot, c'est pas t'as vécu un truc cool et puis après, 3 jours après, tu l'as oublié. Là, tu outilles les gens sur des connaissances, des compétences, des façons de penser ultra concrètes qu'ils vont pouvoir faire après. Et donc là, c'est pas un one-shot, c'est une formation. Et une formation, c'est pas que des compétences ou autres, c'est aussi des façons de penser, c'est aussi une façon d'utiliser des connaissances en prenant en compte un nouvel enjeu dans tout son travail. Donc ça, je trouve que c'est important. La deuxième chose, c'est que c'est très dur de mesurer l'impact d'un déploiement comme ça. Et quand on a déployé pour des milliers de personnes dans une entreprise, c'est toujours très dur de faire un avant-après, d'isoler l'impact d'une formation. Mais dans le cas de Cap Climat, moi, je sais très bien que ça va être ultra performatif. Qu'on a des gens qui vont passer d'un état A à un état B, et qu'on a des projets qui vont passer d'un état A à un état B. Et que quand on aura fait les 10 000 personnes, la maturité collective de l'entreprise sera à des années-lumière. Mais en plus, les projets, concrètement, ils se feront plus vite. La feuille de route, elle va être faite plus vite. Et ça, tu peux même le chiffrer en argent. On peut dire, bah oui, ce qu'on aurait dû faire en 1 an et en des centaines d'heures, on va le faire en 6 mois et beaucoup moins d'heures. Parce que tout le monde déroule comme ça. Donc pour moi, ça, c'est très, très concret. Et le troisième bénéfice, je pense que tu l'as dit, et je pense que c'est aussi pour ça que le département RH s'est autant intéressé au sujet, c'est que
ça crée un enthousiasme et une fierté collective qui est quand même incroyable. On a fait la conférence de lancement, il y avait des centaines de personnes, les gens s'inscrivaient avant même, alors que c'était même pas communiqué, ils commençaient à s'inscrire. Et tu peux dire, ah, on est en période de backlash. Les gens vont dire, oh, une formation RSE, relou. Mais c'est l'inverse. Ils disent, c'est quoi ce truc? Ça a l'air génial, ça a été fait juste pour nous, on est bichonnés, ça a été créé avec nos collègues, on a trop envie de le faire. Et en fait, ça, c'est. Même quand je vois les comex qui parlaient en fait de ça, je pense qu'ils voient le bénéfice RH, le bénéfice de rétention, de fierté des gens, d'enthousiasme collectif, qui pour moi, tu pourrais presque le faire juste pour ça, que déjà ça vaudrait le coup. C'est ça pour toi la RSE à la fois sincère et efficace, celle qui fonctionne, c'est celle qui va relier les RH et la RSE, qui va être beaucoup plus transversale, décilotée. Voilà, Claire, on l'aura compris, vous êtes complètement aligné avec ça. Mais toi, Pierre-Alix, qui encore une fois cette vision un petit peu macro, multisectorielle, tu vois la différence? Oui, et quand je disais que nous, le backlash nous a obligés à réfléchir, il nous a obligés à se dire, en fait, on ne peut pas juste faire un atelier qui parle de carbone et puis qui dit devenez écolo, voilà. Parce que c'est ça qui est le plus important dans le monde. On a un monde qui est ultra complexe, il y a plein de problèmes, et c'est dur de dire, il y a lui, il est absolument plus important, et tout le monde doit être d'accord avec moi. Donc il faut absolument désiloter, et ça pour moi c'est évident. Et Cap Climat, en fait, c'est ce que ça fait parce que ça laisse beaucoup de place à la discussion en disant, là je vois l'enjeu, peut-être ça rentre avec d'autres enjeux en contradiction, mais en même temps je vois des synergies. Et donc je trouve ça vraiment cool pour mon métier. Donc tu désilotes complètement le sujet, premièrement. Deuxièmement, c'est que si tu veux dépolariser le sujet, il faut le démoraliser. Il faut que tu sois concret. Et Cap Climat, c'est pour moi l'atelier no bullshit par excellence. Tu dis ce qui est. Voilà notre bilan carbone, on vous donne les moyens de le comprendre. Voilà notre feuille de route, on vous donne les moyens de vous comprendre. On vous prend au sérieux. On vous considère comme des adultes. Vous êtes capable de réfléchir, de prendre des bonnes décisions quand on vous donne l'information. Donc on n'est pas dans l'injonction morale, devenez écolo, c'est la boîte, c'est important, ou au contraire, si vous ne le faites pas, on va vous fouetter. On est dans, voilà les choses, à vous de faire votre rôle là-dedans. Et les gens, aujourd'hui, ils ont besoin qu'on les prenne au sérieux, ils ont besoin d'informations claires, quantifiées, et ils ont besoin qu'on leur dise, les décisions, c'est pas du noir ou du blanc, c'est des nuances de gris, différentes choses à prendre en compte et arrêter d'opposer les sujets. Et ça, pour moi, c'est décisif, en fait. L'approche que Claire a eue, elle a complètement fait écho avec notre vision. Et nous, c'est ce qu'on veut faire maintenant tout le temps, dans toutes les entreprises. Si on dépolarise sur le sujet et qu'on désilote, alors on fait un peu ce qu'on appelle un peu le pivot majoritaire. On ne dit plus, il y a un sujet qui est plus important que les autres. On dit, c'est un sujet comme les autres, donc on le traite comme les autres et on le traite tout le temps. Et donc pour moi, parlons climat, ça ne va pas générer des gens qui vont se dire 90% de mon temps, je pense business et c'est tout. Et puis 10%, je dis, en fait, il y a le truc climat, on ne peut pas faire un truc là-dessus. Ça va générer des gens qui vont tout le temps se dire, là, je pense business, mais je sais que j'ai un enjeu climat. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je priorise? À qui je dois parler pour ne pas faire de bêtises, etc. Donc tu as des gens qui vont avoir des têtes non seulement plus pleines, mais encore mieux faites qu'aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est vraiment outiller les gens. Et on a besoin de gens outillés, on a besoin de têtes bien faites, c'est pas juste bien pleines. Nous, on sait à quel point c'est hautement stratégique, en plus, les enjeux de durabilité et de climat. Donc, les intégrer pleinement à la stratégie, quelque part, indirectement, c'est aussi très valorisant pour les collaborateurs. Oui, et puis je crois que pour avoir une stratégie RSE qui soit performante, je l'ai dit, il faut absolument que les gens se sentent armés. Pour être armés, il faut comprendre pour agir. Donc c'était un peu le cheminement. Un autre facteur clé de succès, c'est évidemment la direction générale. Aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas réussi aussi à avoir ça si on n'avait pas eu une direction générale à 100% avec nous sur le projet. D'ailleurs, c'est les premiers formés à Cap Climat chez Bouygues Telecom sont le comité de direction générale. Donc, et ça change tout. Déjà, ils ont adoré et de ne pas avoir toutes les réponses. Ce qui est pas toujours un moment aisé pour nous, mais surtout de voir effectivement que ça répond, que c'est concret. Et Dieu que ça fait du bien aussi de montrer que la RSE, c'est un sujet pragmatique, c'est un sujet concret, c'est un sujet qui embarque. Au-delà d'être un sujet de conviction et de sens, c'est aussi un sujet qui a sa place dans l'entreprise. On parlait, vous me posiez la question sur le backlash. Moi, aujourd'hui, avoir réussi à négocier ça avec la direction générale, à les
les convaincre dans les temps effectivement que l'on connaît en ce moment, de dire on va former 100% de nos collaborateurs en présentiel pendant 2h30. Il n'y en a pas beaucoup des formations obligatoires dans les... Bon, il y a une dizaine au niveau des boîtes du CAC. Là, c'est spécifiquement climat. Et la DG a signé tout de suite. Donc, oui, il faut aussi savoir se satisfaire de ces moments-là et en disant c'est une fierté, bien sûr. Très heureuse d'entendre que ça ouvre la porte à plein d'autres clients pour Pierre-Alix et pour Deutann. Et très heureuse d'avoir été... que Bouygues Télécom ait été pionnier sur ce sujet, parce que je crois sincèrement que c'est reproductible partout. Moi, je me posais une question sur l'attraction des jeunes talents. Et aussi, est-ce que vous arrivez à diffuser tout ce travail que vous faites peut-être auprès des grandes écoles, des universités, parce que c'est hyper intéressant. Je serais à la place des étudiants, là, j'aurais envie d'en savoir plus et de me former. Oui, c'est sûr. On parlait tout à l'heure de la fierté des collaborateurs à faire ça. C'est le premier vecteur de communication. Les collaborateurs qui le font sortent de là et en parlent à quelqu'un, qui en reparle à quelqu'un, le communique. On a énormément de collaborateurs qui se prennent en photo pendant l'atelier Cap Climat et qui communiquent ça sur les réseaux. Donc il y a un effet fierté d'appartenance qui permet aussi naturellement à Bouygues Télécom de rayonner. Je pense que vous avez complètement raison sur le fait qu'aujourd'hui on a des jeunes cibles, alors des jeunes talents ou pas, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais en tout cas une génération qui arrive sur le marché du travail qui est beaucoup plus en attente de concret sur ces sujets. Donc là, on est capable de les accueillir à bras ouverts en disant venez, c'est très concret chez nous, c'est très pragmatique, c'est opérationnel, tu repars avec ta feuille de route et tu sais comment agir. Je repense à ça aussi parce que typiquement dans la feuille de route opérationnelle de nos RH, quand on ressort de Cap Climat, les RH comprennent que leur rôle, c'est aussi d'expliquer ça aux candidats, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, peu importe, mais être les premiers ambassadeurs. Aujourd'hui, on est dans un monde où en 5 ans, un entretien de recrutement n'a plus du tout la même tête qu'avant. Aujourd'hui, le RH, il doit être calé sur la strate climat, il doit être capable de répondre. Ça paraît très évident de dire ça comme ça, mais les RH se sont saisis du coup à travers Cap Climat de cette responsabilité en disant il faut absolument que je monte en compétence sur ce sujet parce que effectivement on me pose des questions sur les scopes, sur SBTI et en fait je sais jamais quoi répondre. Ce sont nos premiers ambassadeurs, ce sont eux qui sont en front direct. Je parle des nouveaux candidats ou en tout cas des recrutements que l'on fait et ils doivent aussi porter ce message-là. Donc là encore une fois, Cap Climat donne des armes concrètes pour ça. Et au final, ça permet de faire rayonner Bouygues Télécom et d'attirer de nouveaux talents en rendant encore une fois, en mettant la lumière sur le fait que chez Bouygues Télécom, la RSE, elle est concrète, elle est opérationnelle, elle est armée. Et qu'en 2027, on aura bien 10 000 directeurs RSE dans cette entreprise. Donc, on est capable d'en parler, on est capable de transformer. Bravo, en tout cas, félicitations à tous les deux. Et juste SBTI, je reprécise au cas où pour les personnes dans la salle. Donc, ce sont les objectifs fondés sur la science, les Science-Based Targets. Et le I, c'est pour Initiative, qui est l'organisation qui porte les objectifs fondés sur la science des entreprises. Je peux dire un petit mot de la fin? Alors, un tout petit mot, je crois qu'on est vraiment sur la fin du timing. Il va falloir arrêter. 30 secondes. Je voudrais juste dire un immense merci à Claire et à toutes les équipes de Bouygues Télécom, dont Olivia, dont certains sont dans la salle, parce que c'est un travail génial qui a été fait. Et en fait, quand je dis, au début, j'ai dit que nous, le backlash nous a forcé à réinventer notre métier. Ben là, c'est vraiment ça. Et en fait, ce qui était trop cool, c'est vraiment de travailler ensemble pour résoudre une problématique d'entreprise. Et en fait, ça a été des mois de boulot ensemble, et c'est ça qui était génial. Enfin, et je pense que l'enthousiasme qu'on ressent, c'est juste que on a kiffé. On a kiffé bosser ensemble, on a kiffé avoir plein de problématiques intellectuelles, RH, formation, RSE et tout ça. Et qu'en fait, c'est ça la beauté aussi de la chose, c'est que c'est des super projets à faire ensemble. Intellectuellement, c'est ultra stimulant, c'est trop cool. Et j'adorerais qu'énormément d'entreprises soient aussi ambitieuses et autant de vision que Claire. Je pense qu'on a besoin plus que jamais de pédagogie sur ces sujets-là, de bonne pédagogie ambitieuse. Voilà, donc merci de montrer un tel exemple. Merci à tous les deux. Merci.